Đây ở bên đây là má tôi. Má tôi, cái bàn thờ má tôi. Bàn thờ má tôi ở trong cái buồng bên kia. Nhưng mà cháy hết rồi con đâu thấy gì. Đó là nhà tôi nè. Đang tành số hết mẹ nó hết rồi. Gió lâu lắm vậy. Cho cháy hết đi nha. Được rồi, tắt đi. Được rồi. Thêm chút đi. Chút rồi. Rồi. Đi. Coi liệu nó có rơi xuống không? Con vô. Không sao đâu. Không rơi hả? Má ơi, dòng hồn quá, xong cô tới thiên. Nó về chuyên gia cho con khổ quá má ơi. Bây giờ con cái tài chán. Không có cửa, có nhà. Con đi đâu? Con cũng theo, đem má theo. Bây giờ đây. Con đâu có biết đem má đi đâu. Bây giờ cái quạt con gì tiêu tàn hết. Không còn cái gì hết mẹ ơi. Hai bà má trắng. Con ở xưa nay con không có ai ôn với ai hết. Mà bây giờ cái giờ này trời lấy lại hết rồi má ơi. Nhưng mà con cũng không thành vấn đề, mạng con sống là được rồi. Cái này đồ cháy hết trơn. Tiêu hết rồi. Trong hồn má về phò hộ cho con khỏe mạnh là trên hết. Trời mẹ muốn cái gì mẹ báo mộng cho con đi. Kiếm củi 3 năm thiêu có 1 giờ. Mà con đâu có định này, con ở nhà thì đâu có đến nỗi tiêu tàn thế này. Con ở nhà thì con phải ta dập tắt lửa chứ con đâu có để tiêu thế này đâu. Mà bây giờ CAFI, cité d'accueil des Français d'Indochine. Un ancien camp militaire dans un petit coin de France nommé Sainte-Livrade-sur-Lot, près d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. 6 hectares où se dressent de longs baraquements construits dans les années 30. Lorsque la France se retire du Vietnam en 1956, après un siècle de présence, elle ramène au pays des familles pour la plupart métissées. Sur 5000 personnes rapatriées cette année-là, 1200 arrivent au camp de Sainte-Livrade. Des familles nombreuses surtout, des veuves, seules ou avec leurs enfants, des personnes handicapées également. Pour gérer le camp, l'État fait alors appel aux militaires. Des règles strictes donc, mais cette cité d'accueil devait être provisoire, un camp de transition. Un demi-siècle plus tard, beaucoup en sont partis, mais ces locaux, déjà vétustes à l'époque, sont devenus le lieu de vie permanent d'une centaine de personnes. 30 d'entre elles font partie de la première génération. trong hồn bà sống thì khôn thác thì thiên. 49 ngày bà mới đi khỏi chỗ này. Bây giờ tôi thắp nhang cho bà lần thứ 2. Tôi với bà. Madame Chin habitait ici, au CAFI, bâtiment A numéro 9. Le soir de l'incendie, elle était à Paris avec ses enfants. Aujourd'hui, elle revient prier pour l'âme de sa voisine, Liliane Andreas, morte prisonnière des flammes. Les autres locataires sont indemnes. Seuls les souvenirs matériels sont partis en fumée. Chacun a réussi à se reloger. Madame Chin, elle, a trouvé un refuge dans sa famille, en attendant. Tôi ở nhà bà Maren tôi á, ở tạm thôi. Chứ mà tôi á, ở có mấy ngày nhưng mà tôi cái tính tôi muốn cô nẹt vơ. Tôi không muốn ở với ai hết, tôi ở Tú Sơn. Đi. Đó, vậy cho nó tăng kim, tôi không dám chọc ghẹo ai hết. Ông me cho tôi cái nhà 3 buồng ở chỗ đó đó. Sơn quét đẹp lắm. Nhưng mà cái nhà đó ma thứ nhất, giết toa thứ nhì. Tôi sợ cái giết toa quá. Tôi tránh xa ra. Cái miệng tôi không nhỏ đâu nha cậu. Khi mà tôi điên lên rồi đó nha, tôi coi ai
cũng không có kilo nào hết á. Không có sợ gì hết á. Chết ngay cũng lui vào nữa. Bonjour madame. Ça va? Ravi. Nous allons ouvrir notre séance de travail. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter tous mes vœux pour cette année 2006. 1956-2006, un demi-siècle de cohabitation. La municipalité décide de célébrer cet anniversaire et demande à chacun de contribuer à l'organisation des festivités. Aux côtés des organismes officiels, on trouve les associations. Mémoire d'Indochine, l'ARAC, les résidents amis du CAFI, et la CEP, Coordination des Eurasiens de Paris. Ces vœux, bien entendu, iront dans le sens de la réussite des actions que nous avons entamées tous ensemble par rapport au CAFI, par rapport à la préparation de ce cinquantenaire qui nous tient beaucoup à cœur. Vous savez malheureusement que le dernier jour de l'année 2005 a été endeuillé par un événement dramatique au CAFI, à la suite de cet incendie donc, qui a détruit un décor de bâtiment. Une personne est décédée. Je crois qu'il y a eu, à partir de cela, un traumatisme, hein, le mot n'est pas trop faible, général, qui bien sûr porte encore ses répercussions aujourd'hui. Comment raconter un demi-siècle de vie et de déracinement? Comment témoigner, expliquer, comprendre? La préparation de ce cinquantenaire offre à chacun un voyage dans un monde inconnu ou résurgent, à la recherche de témoignages, d'objets, d'instants enfouis dans les mémoires. Ça, c'est ma mère quand elle était... Ah là, celle-là, elle est superbe. Ça, c'est une de ses sœurs, je pense. Elle est belle, celle-là. Et ça, c'est quand il nous réunissait pour faire la gym. Et après, il aimait bien nous prendre en photo. Alors, tous les dimanches matin, il nous réveillait à 7h, 8h. Et puis, on allait courir, faire la gym devant la maison. Celle-ci est bien aussi. Oui, oui, celle-là aussi. Oui. Elle donne aussi. Donc ça, c'était là où il y a les entrepôts. Là. Oui, oui, oui. Devant chez Gontran. Déjà à l'époque, il y avait déjà plus de vitres. Bon, ça, c'est l'état de service de mon père. En 1953. Les attestations de médaille coloniale. Il a été prisonnier des Japonais. En 1945. Oui. L'armée française a envoyé plusieurs centaines de milliers d'hommes qui sont évidemment la partie en célibataire, et certains d'entre eux effectivement ont connu des femmes vietnamiennes ou laotiennes ou cambodgiennes, et il y a eu sans doute plus de mariages réels, ou en tout cas d'unions réelles, pendant la guerre que dans tout le siècle qui avait précédé, parce que d'abord, quantitativement, il y avait plus d'hommes. Et donc, effectivement, il y a eu ce phénomène, lorsque l'armée française a été battue après Dien Bien Phu, qu'elle s'est repliée, un certain nombre de Français n'ont pas voulu abandonner leur congaille. Bonjour papa. Tôi không biết nha. Dạ. Con xin lỗi, tôi không biết. Chào con tay nhé. Rồi. Ta phải ngồi đi, tôi cho con vô ảnh nhé. Để coi mấy cái ông này là tên là gì đấy, con xem mình. Trời ơi, năm sao cũng giống tiếc như thế này nè. Rồi ông chồng tôi ông đứng tiếc đến đầu gối vậy nè. Ngày tôi sang tôi ở Canary-Mall đó. Ở đó mấy tháng xong rồi nó cho lên Moulin lên trển, là ở trển mua được mấy tháng thì cái ông bố chồng tôi với ông em chồng ổng tại vì tôi đi về tháng Giêng Tây thì đến tháng 2 tôi mới đến đây. Ta nhớ có cái gì cực nhất không? Thì lúc mà mình không có tiền mình phải đi làm thì nó cực vậy thôi. Tiền đi làm phải cực vậy. Đấy, ta có nhớ cái ảnh này không? Chà. Ảnh này lúc mà đi làm ngoài đồng này.
ta mấy tuổi ở đây đấy? Ta cũng trẻ nhỉ? Tôi mới sang bên Tây thì tôi có 24 tuổi à. Tôi trẻ lắm, mới sang bên Tây. Ta đi làm 3 tháng hả? 4 tháng đi làm đậu đấy. Tôi làm lúc mà còn trẻ đấy, còn mà tôi làm 10 năm đó nha, làm 10 năm ở làm đậu, làm ở đồng đó. 10 năm hả? 10 năm. Làm 3 tháng 10 năm rồi. Hết đậu, hết petit pot rồi Thomas, rồi đi làm fraise, làm fraise, làm prune. Rồi thế xong rồi đi làm gì? Làm taba đấy, taba nó trồng lên cao rồi mình bẻ mấy cái lá đó, bẻ xung quanh này. Ma mère a travaillé dans les mêmes conditions pendant 10 années de suite. Elle a travaillé enceinte jusqu'au dernier jour. Elle a travaillé, elle a même failli accoucher sur les champs. Et Madame Legrand disait qu'elle-même, elle a fait fausse couche. Elle a fait 2 fausses couches sur les champs. Et je crois que la plupart de nos mamans ont vécu le même chemin. Et c'est un chemin de croix, à mon avis. C'était terrible. Et comment ça se passait? Les paysans venaient au camp le matin? Oui, donc les camions venaient dans le camp, ils faisaient le tour et donc ils demandaient 5-6 personnes. Vous étiez payés au noir? Ah bien sûr, on était payés au noir. Ça, c'était impensable de salarier des gens comme nous. Donc on était une source de revenus pour les paysans du coin. Donc si vous prenez le cas de Madame Legrand qui a travaillé 10 ans ou ma mère, et donc c'était 10 ans de retraite qu'elles auraient pu demander aujourd'hui. Donc elle aurait eu un complément. Un bés. Non, un bés. Il y a eu un incendie, apparemment accidentel. Cet incendie s'est déclenché le 31 décembre, vers 18h30. Les pompiers sont arrivés rapidement. Et en fait, ils n'ont pas pu intervenir de manière efficace. Pourquoi? Parce que il y a près de l'endroit où est cette maison une borne incendie. Seulement, il n'y a pas de pression, pratiquement pas de pression. Et donc, ils n'ont pas pu intervenir. L'ensemble du réseau d'eau du Caffi est vétuste, comme les bâtiments. Et donc, cette borne incendie qui est en plein milieu et qui est branché sur le réseau ancien, n'a pas de pression. Mais les pompiers ne sont pas venus à cette borne pour obtenir de l'eau. Et nous avons fait installer, c'est la commune qui l'a fait avec le concours des sapeurs-pompiers il y a déjà 7 ou 8 ans, une sorte un puisard au pied du château d'eau où arrive la conduite principale d'eau, et où le branchement des pompiers a été fait, et où il est prévu depuis fort longtemps. Et les propos de Maître Boulanger que je viens de relever dans la presse de ce matin sont, excusez-moi le terme, imbéciles. Hein. Il profite de la situation pour asséner un certain nombre de contre-vérités qui ont été déjà démenties sur le terrain, mais tout le nécessaire a été fait sans Maître Boulanger. Hein, lui, il arrive auréolé de sa notoriété pour essayer de faire un petit peu plus que ce qui nous paraît logique, mais bon, c'est le métier des avocats. La seule manière de réagir, c'est de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre X pour qu'une information judiciaire soit ouverte sous le contrôle d'un juge d'instruction. Le problème restera qu'on risque de nous opposer une irrecevabilité en nous disant mais vous n'êtes pas qualifié pour déposer une telle plainte, vous êtes des associations, vous n'êtes pas de la famille, donc vous n'avez pas d'intérêt à agir. Alors pourquoi le faire absolument alors? Eh bien parce que c'est la seule manière d'alerter l'opinion sur les conditions absolument ignobles qui sont faites aux habitants du Caffi. Non, il n'y a pas de neige.
Bonsoir, ça va? Bon, voilà. Je reprends du service. Les pompiers, quand ils arrivent, tous les pompiers le savent, qu'il faut se brancher directement sur le château d'eau. Oui, ceux de Saint-Élivrade, oui. Ceux d'ailleurs, ils ne peuvent pas le savoir, mais c'est nous qui sommes sur place et qui donnons l'information. Et pourquoi est-ce que les pompiers de Villeneuve, justement, ont dit que les bornes avaient très très peu de pression? Ça, c'est vrai que les bornes ont très peu de pression. Oui. Pourquoi? Oui. On le sait, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas, ces bornes. On n'a même pas le droit de les utiliser pour rien du tout, d'ailleurs. Tout ça vient des malentendus. Mais oui. Manque d'information, précipitation dans la plainte, c'est pas assez de concertation. En fait. Il n'y a pas eu de concertation. On aurait dû se mettre en rapport avec vous. Oui, directement. Oui. On va charger les assiettes. Ça, c'est pour les dames, on va charger. On charge le temps. Alors, on va charger les dames. Et j'avais des assiettes en carton, elles sont passées où? Elles sont là. Non. Nhớ thì nước, nó thì cái đấy đâu nó nở ở đây, nó đặt hay. Et pourquoi est-ce que tu ne vas pas manger avec les autres? Non, j'aime pas. Les fêtes, tout ça, tu n'aimes pas? Non. Moi, j'ai tout seul, c'est pour ça, le temps comme ça, il y a plein de nez comme ça, je peux tomber. Quand j'ai sorti dehors, je tombé, comment faire? Je comprends un peu, c'est tout. C'est pas beaucoup, mais je comprends. Tu regardes tous les soirs question? Oui, tous les soirs, je regarde. J'aime bien regarder tous les soirs. Hiverne jusqu'à 8 mois par an. Oui, d'accord. Tôi thích lắm, tối nào tôi cũng xem đâu, đi đâu đi nó phải về xem. Un peu de déco. Oh, il y a une symbolique. Merci. Calme les fougues du dragon. Voilà. On essaie de chasser les mauvais esprits pour toute l'année.
Vietnamiens qui avaient choisi le camp français appartenaient au camp des vaincus. Ils ne pouvaient pas rester manifestement au Vietnam communiste, donc au nord du 17e parallèle, dirigé par Ho Chi Minh, dont la capitale était Hanoï, tout simplement parce que l'armée communiste et l'armée française avaient combattu. Et évidemment, les Vietnamiens qui avaient choisi l'armée française étaient considérés comme des traîtres. Risquaient-ils leur vie, risquaient-ils des soucis majeurs? Si on compare à ce qui s'est passé en Algérie avec les Harkis, il n'y a rien de comparable. On peut considérer qu'il n'y a pas eu de massacre de masse vis-à-vis des Vietnamiens francophiles au Vietnam communiste. Mais malgré tout, ils risquaient évidemment l'emprisonnement, ils risquaient des tracas, ils risquaient de perdre leur emploi, ils risquaient de perdre leur maison, donc évidemment, ce n'était pas joyeux pour eux. Donc, ils avaient intérêt à suivre l'armée française. Si on avait su que Madame Wu était dedans, peut-être un jeune, il aurait pu la sauver. C'est ça qu'il faut. Hein, Nina, il faut que tu vois quand même. Mais je ne savais pas tout ça, tu vois. Donc, puisque tu étais présente et que tu sais exactement comment se sont déroulés les faits, je peux leur rapporter. Oui. D'accord. Mais je te remercie. Hein. Et porter plainte, vous n'êtes pas. Ah non, je ne suis pas d'accord parce que porter plainte contre qui? Et si ça arrivait ah ben, pourquoi tu veux que ça arrive? Parce que c'est vécu. Il faut... Oui, mais c'est ce qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, nous, casser. Ma mère, elle a 85 ans. Elle a envie d'habiter dans quelque chose de moins humide, quelque chose de plus correct. Je ne peux pas te dire si la mairie va faire quelque chose. Bon, jusqu'à maintenant, ils ont promis de faire quelque chose. Alors, il faut qu'on attende. Mais jusqu'à maintenant, bon, il y a des gens qui ont mis les bâtons dans les roues. Il y a des associations qui surveillent, qui ne voudraient pas que le camp soit reconstruit de n'importe comment. Parce que les associations, c'est bien. Il y a des associations. Quelquefois, il y a des associations, ça nuit aussi. Tu vois que tout le monde essaye d'avoir leurs intérêts, mais il faut questionner les mémés, exactement ce qu'elles veulent. Il faut savoir que ce centre était la propriété de l'État à l'origine. Hein, et que donc les gens ont été logés gracieusement, sans loyer, sans aucun statut réel. C'est un peu le drame, ça, aujourd'hui encore. Hein. Et puis dans les années 80, en 83 exactement, l'État s'est débarrassé du CAFI en le vendant à la commune. Hein, pour une somme dérisoire à l'époque, je crois que c'était 300 000 francs. Et donc la commune est devenue propriétaire, pour autant les gens n'ont toujours pas été reconnus dans un statut de locataire ou de quoi que ce soit, et les choses sont restées en l'état. Donc on n'en a plus reparlé qu'en 2001, lorsque j'ai été élu, où j'ai repris ce dossier avec le concours des services de l'État et de la sous-préfecture, pour faire en sorte que l'on aboutisse à faire du logement social dans ce centre décent. Hein, parce que, vous le voyez, on arrive à une situation aujourd'hui où les bâtiments sont tellement vétustes, les risques tellement importants aujourd'hui que, voilà, il se produit la catastrophe qu'on a connue la nuit de la Saint-Sylvestre. Les lots, les coupes, restrictions, les dossiers en rue, c'est-à-dire passés par l'Agence nationale de rénovation urbaine, ça ne s'était jamais fait sur le département. On va être le premier dossier. On n'avait pas
jusqu'au mois de septembre, aucun fonctionnaire du département n'avait jamais monté de dossier en rue. Il faut savoir que l'ANRU, c'est quand même un tiers du financement. Hein. Donc c'est quand même pas une petite paille. Ça a été assez long parce qu'on ne rentre pas dans les critères. L'Agence nationale de rénovation urbaine, elle ne travaille qu'avec les villes de plus de 50 000 habitants, dans des quartiers où les immeubles font 12 étages ou 15 étages. Enfin, c'est ça, en fait. Et donc, on est passé en dérogation exceptionnelle pour que le CAFI soit pris au niveau de l'État. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Được nhạc cửa chưa? Chưa nữa à? Chào. Bà muốn nói mấy câu nữa? Non, elle ne saisit pas le français, pour ça qu'on veut faire. Pas du tout. Non. Une fois du tout, hein. Un peu, pas beaucoup. Alors, il y a une chose par contre que je voudrais vous annoncer aussi. On va effectivement faire passer un huissier parce que ces recensements qui ont été faits, on en avait déjà parlé, hein, ces recensements qui ont été faits sont des recensements qu'on a fait entre nous pour avoir un peu une idée des personnes qui habitent ou qui habitaient à l'époque où on a fait ce recensement. Ça nous permettra de pouvoir ouvrir les logements des occasionnels, alors que jusque maintenant, on n'avait pas le droit de les ouvrir, on n'était pas dans la légalité de les ouvrir si ces personnes ne nous remettaient pas les clés, vu qu'il n'y a pas de bail de signé entre la municipalité et vous, locataires, donc on n'avait pas la possibilité de les ouvrir. Les personnes qui sont des personnes décédées récemment, mais à savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'était pas présent ni en 2003, ni en 2004, et qui aujourd'hui est dans les locaux, sans que nous en ayons donné notre aval, moi je dis, là il y a un problème. Et savoir aujourd'hui qu'un appartement qui est vide depuis 2 ans, depuis 3 ans, de savoir aujourd'hui que quelqu'un... C'est une décision politique à prendre, il faudra... Et de savoir que demain il y a quelqu'un, on sait, parce que de savoir qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans cet appartement, qui, d'une façon ou d'une autre, le finance pour y rentrer, je suis tout à fait opposé à ça. Excusez-moi, je vous coupe. Là, par exemple, les 3 pièces, comme on en parlait tout à l'heure, et Madame Tin, bon, c'est vide. Elle est partie chez sa fille, donc elle a mené ses meubles. Alors vous avez tout d'un coup un mec qui est parti depuis 40 ans, qui je sais pas où, qui arrive, ah non mais ça y est, je suis là, c'était ma cousine, c'était mon truc, il prend le logement, non. C'est d'abord priorité aux gens qui n'ont pas un logement. Tout à fait, tout à fait. C'est donc. C'est une véritable priorité. Voilà, c'est ça que moi je préfère le dire, moi je vais le dire carrément, parce que la personne peut dire ah non, moi ça fait 40 ans que je suis au camp, mais j'ai mes 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous, comment vous êtes revenu ici? Est-ce que vous avez dû demander un nouveau logement ici? Fait couper, là. C'est ça. Non. C'est pour ça que je ne suis que le passage, quoi. Oui. Vous n'êtes que le passage ici parce que l'appartement que vous occupez... Ce n'est pas le mien, non. Juste un prêt, mais voilà. Incessamment sous peu, je vois quelque chose de confortable. On est obligé de fignoler un peu. Un des directeurs de la cité. Oula, c'est pas très droit cette affaire, ça me fait rien. Donc voilà, Grise dans l'école. Oui, voilà. Elle est là. Ah, voilà, celle-là, tu mets avec celle-là. Voilà. Hein, c'est bien celle-là. Les deux là. Tous les élèves étaient amoureux du prof. Hein. Bonjour à tous. En 1956, 2 ans après la défaite de Dien Bien Phu, les derniers Français d'Indochine évacuaient le port de Saigon. Avec femmes et enfants, ils quittaient définitivement leur terre natale pour découvrir, à 12 000 km de là, leur nouvelle patrie, la France. C'était il y a 50 ans. L'actualité du jour, c'est donc la rétrospective sur le cinquantenaire du CAFI qui se déroule en même temps que les premiers travaux de réhabilitation du camp. Bienvenue donc dans Place du Marché, une émission aujourd'hui consacrée au CAFI, le centre d'accueil des Français d'Indochine. C'est un vaste sujet, délicat et douloureux parfois.
C'est un projet qui a été travaillé depuis le mois de septembre, orchestré effectivement par la municipalité et puis en travaillant aussi avec les associations, les gens du CAFI, des bénévoles, beaucoup de bénévoles d'ailleurs. Et donc on propose une exposition, une rétrospective en fait de l'année 1956, c'est-à-dire comment était Sainte-Livrade en 56, comment était Saigon en 56. Et puis, en fait, la vie de ces personnes, l'année 1956, entre Saigon et leur arrivée au camp. Monsieur Fraîche, oui. Vous êtes un enfant du CAFI également. Oui, je suis un enfant du CAFI. Je suis arrivé en 56, d'abord à Bias, parce qu'il y a un camp, il existe aussi à Bias, il faut le signaler aux auditeurs. Mais je suis arrivé ensuite en 61, parce qu'à Bias est fermé, donc en 61, enfin pas fermé totalement, parce qu'ils ont mis à la place les acquis. Donc, on nous a déplacés à Sainte-Livrade en ce moment-là. Quand j'arrivais en 56, il y avait 2 bâtiments, et les 2 bâtiments sont séparés. D'un côté, l'école des filles, et de l'autre côté, l'école des garçons. Et c'est vrai que les maîtres ou les maîtresses à cette époque, ils sont très sévères. Alors, quand on parle vietnamien, parce que bon, c'est notre langue maternelle, et les instituts, ils nous donnaient à chaque main un poids. C'est-à-dire que quand on parle les Vietnamiens devant le maître, eh bien, il faut qu'on prenne le poids pendant 5 minutes. Voilà, ça c'est ce qui nous ont marqué toute notre vie. Et c'est vrai que ce sont quand même des choses qui sont frappantes, quoi, oui, pour les enfants de 10 ans. Et vous étiez considérés comme des gens presque ininsérables dans la société. Effectivement, sur les papiers officiels de l'époque, les personnes qui arrivaient au camp de Sainte-Livrade étaient les personnes qui n'étaient pas insérables, enfin, excusez-moi le terme, mais dans la société française, parce que famille trop nombreuse, parce que veuve avec beaucoup d'enfants, parce que enfants handicapés, etc., etc., quoi. Je ne vous rejoins pas, et c'est le problème du CAFI qui a été, les bruits qui ont été colportés partout. Jamais, au grand jamais, vous ne m'avez entendu, ni moi, ni monsieur le maire, qui quand même, municipalité, est propriétaire des lieux. Jamais vous ne nous avez entendu dire que des personnes extérieures au camp habiteront au camp. Jamais, jamais, jamais. Et le problème au CAFI, et moi c'est ce qui me met en rage depuis le début, c'est que tout le monde dit tout et n'importe quoi, et notamment le fait, pour pas les citer, qu'on va y mettre des Marocains, qu'on va y mettre ceci, qu'on va y mettre cela. Et moi, mais bien sûr que si. Non, mais les Marocains ou les Algériens, ça ne me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème au niveau de la population. Et je ne sais pas de qui ça vient, je ne sais pas d'où ça vient, mais le problème, c'est qu'on a entendu ça depuis le début. Or, nous, on ne l'a jamais dit, et ça ne se fera pas. On fait une centaine de logements, et on ne fera pas... On fait une centaine de logements et on ne fera pas plus de 100 logements. Au CAFI, on a 120 personnes à reloger, donc on ne pourra pas mettre d'autres personnes que celles qui y habitent actuellement. Tout le monde brode sur des choses qui n'ont jamais été dites, parce que par peur certainement de... Vous le comprenez pourquoi? Mais je le comprends, sauf que à toutes les réunions, nous tenons le même discours et le même langage, et qu'a priori le langage que nous tenons rentre et ressort tout de suite après. Oui, mais voilà. Nous, ça fait 50 ans, madame. Mais moi, j'étais pas là. Vous et moi, j'estime qu'il y a 30 ans, ça aurait déjà dû être fait. Et nous, on a vu nos parents, comment ils sont conduits à ce moment-là. Nous, on est témoins de ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on pouvait faire confiance tout de suite comme ça. Vous comprenez? Oui, sauf que moi, ça fait 3 ans que je suis dessus. Mais vous êtes dessus. J'aimerais qu'à un moment ou un autre, on commence à me faire confiance. Ah oui. Patrice, tu viens? Écoute, je suis toulousaine maintenant. C'est vrai? Depuis 4 mois, alors donc... Monsieur le ministre. Ah d'accord, c'est pour ça que seulement. Oui. Tu dois connaître Fabrice parce qu'il est de Toulouse, hein, mon fils. Et c'est ce que me disait...
ça que, bon... Ça, c'est toujours pareil, le plafond. C'est du carton, le plafond. Au-dessus, c'est du carton. Et au-dessus, vous avez de l'amiante. Les tuiles sont des tuiles en amiante. Les fibres, il y a beaucoup de fibres d'amiante dedans. Mais on vivait 50 ans comme ça, on ne sait pas qu'il y a l'amiante dedans. Là, c'est historique, ça. Hein? Les CRS. Les CRS. Les CRS qui arrivent dans un camp, c'est comme si on est des voyous, des délinquants. Alors que nous sommes des Français. Hein? Des gens, des hommes et des femmes qui servent la France au Vietnam. En 1959, nos parents ont demandé, ont réclamé des conditions de vie plus dignes. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, à la fin, ils ont obligé de séquestrer le directeur du camp. La direction, c'est une direction militaire. Ce n'est pas une direction humaine. Et c'est là qu'ils nous envoyaient des CRS. 5 escadrons de CRS pour encadrer le camp de Bias. Je me rappelle toujours de ces hommes armés de fusils. Alors que nous ne sommes pas des gens armés. Et après, ils ont envoyé les parents dans les usines, loin. Leur mère, leur femme reste à la maison avec les enfants. Les hommes sont partis. Ils sont éparpillés dans toute la France. Alors, c'est pareil, bien sûr. Les femmes sont séparées de leur mari, les enfants sont séparés de leur père. Comment voulez-vous qu'ils vivent mieux ? L'écriture et les dessins que vous avez sur les tableaux, quand même, je voudrais préciser, datent de la fermeture de l'école du CAFI. Voilà. C'est-à-dire en 68. On les a préservés, non, on les a retrouvés comme cela, nous. On a retrouvé exactement cela comme ça. Personne n'y a touché. Voilà. Voilà. À partir du moment où l'administration a pensé que la famille était suffisamment capable pour se débrouiller, parce qu'elle présentait quelques idées de modernité, elle était presque mise hors du camp. Voilà. Et d'autres personnes aussi dont la mère est décédée, par exemple, même si les enfants avaient encore 18, 20 ans, on leur donnait 24 heures pour partir. Quel était l'âge moyen? Dans les archives, on a retrouvé que certaines familles ont pu préparer leur voyage. C'est prolongé au-delà. Au-delà. Oui. Je garde surtout le souvenir que quand je suis parti de Saigon, surtout, je suis parti de Saigon quand j'étais à l'embarquement. Et après, ils nous ont donné un ticket pour aller se laver aux bains-douches municipaux qui se trouvaient. Les Vietnamiennes ne pouvaient pas nous suivre, elle qui nous a toujours, qui a toujours été dans la maison. Et on a pris le bateau, on était en 3e classe, et les mamans, elles dormaient jamais. Ils avaient investi le pont, et ils ont joué aux cartes pendant 23 jours. Nous avons 4 valises et les autres personnes ont cherché leurs valises. Moi, je ne cherche pas. J'en ai marre. Je suis perdu, complètement perdu. Je ne sais pas où je vais nulle part, où je vais avec mes 3 enfants. Il avait 4 ans. Il m'a demandé, maman, c'est là la France? C'est la France que ça, parce qu'il a vu que c'était triste et puis il pleuvait aussi. Moi, je l'ai laissé tomber les 4 valises. Je dis, tant pis, si c'est perdu, je m'en fous. Mais je ne pense à rien, absolument rien, et tout à son moi.
suis perdue complètement. Pour nous, c'était la fin du monde. Et en plus, on était très anxieux parce qu'avant de partir, on nous avait dit que pour aller en France, il fallait la mériter, la France. Parce qu'on était les élus. C'est pas n'importe qui pouvait aller en France. Et en France, il faut se tenir comme ci, et en France, il faut se tenir comme ça. Et en France, il y a le gaz, il y a l'électricité. Et en France, il y a des tas de choses qu'il n'y avait pas là-bas. Mais il fallait se montrer digne de la France. Voilà, nous on a appris ça. En 1956, les gens qui habitaient en France métropolitaine de l'époque n'avaient pas non plus le confort et n'avaient peut-être pas l'eau chaude, pas de sanitaire non plus. Ça, il faut quand même être bien conscient aussi des conditions de vie des Français de métropole de l'époque. Mais à côté de cela, effectivement, c'est vrai que c'est poignant, le témoignage des mamies, mais poignant parce qu'il y a eu ce déchirement avec un pays qu'elles connaissaient, et puis parce que aussi ces personnes, je crois, mettaient beaucoup d'espoir dans la France de métropole, et puis en fait ont été déçues de ne pas retrouver le niveau de vie qu'elles avaient là-bas, et puis suite au témoignage, on leur avait effectivement promis beaucoup de choses qu'elles attendent toujours. Pourquoi la guerre d'Indochine est déclarée comme une pacification et que la guerre d'Algérie est une guerre? Alors, ce qui s'est passé pour la guerre d'Algérie, c'est qu'en 1999, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment longtemps, il y a eu, dans un certain contexte, un député qui a proposé que dans un texte de loi qui existait et qui concernait des questions de pension pour les anciens combattants, on change les mots événements d'Algérie et d'Afrique du Nord par les mots guerre d'Algérie. C'est très récent. Et le déni, il est commun à toutes les guerres coloniales. On évitait de dire que c'était des guerres. C'était toujours qualifié d'opération de pacification. Juste une petite remarque, parce que le vocabulaire est très important, mais en même temps, le fait d'être désigné comme étant une guerre, la guerre du Vietnam, va avoir des conséquences très intéressantes sur, évidemment, les réclamations que formulent depuis quelques années les amis donc, de la coordination des Eurasiens de Paris, parce que, évidemment, si il y a guerre, il y a possibilité de revendiquer. Ces Français sont français, mais ils ressemblent quand même beaucoup à des Asiatiques. Et donc, la société française est une société qui a des manières de se représenter le monde qui sont quelquefois racistes, qui sont structurés sur des principes racistes. C'est quand même des Français de deuxième classe à qui on va réserver un traitement de deuxième ou de troisième classe, c'est-à-dire un traitement peu honorable, peu efficace surtout. Enfin, peu efficace, ça dépend pour qui. C'est peu efficace pour les populations qui vont avoir du mal à se loger, ils vont avoir des difficultés multiples de la vie quotidienne, donc de ce point de vue-là, ce n'est pas efficace. Mais du point de vue
des pouvoirs publics, et je mets des guillemets, c'est assez efficace parce que on finit par oublier ces populations. Elles font de nécessité vertu, elles se débrouillent avec ce qui est possible. C'est efficace de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est un peu à l'écart. La population de Sainte-Livrade peut continuer à vivre tranquille. Dans l'ensemble, rien ne sort de la torpeur générale et ne laisse penser qu'on laisse vivre ces gens dans ces conditions. Ở đi chợ tao mua đồ này nhiều. Ăn hết luôn, ta mua gì vậy? Hả? Ăn hết không? Mấy đứa vậy? Thì cho, có khi ta cho nó đem đi về. Đem đi về. Còn sao mua nó không có, con không có đem gì về hết. Nó cầu nhau quá nè mẹ. Nó mang thích cái gì thì mang ăn, con không có ăn. Có thiếu gì nữa không? Salad hả? Không, lát salad mua cái kia. Ta đem dễ sợ không? C'est un lieu qui a été prévu comme une poudrerie, c'est-à-dire un lieu où on faisait des munitions. Et ce type de lieux, proto-industriels, sont très souvent utilisés par les pouvoirs publics pour installer des populations réfugiées. Quand on doit faire face à l'urgence, on va essayer de trouver des locaux désaffectés à Noyant ou à Sainte-Livrade, des locaux incapables d'accueillir une population civile, qui ne sont pas faits pour accueillir des populations. Hein. C'est pas des lieux de vie, c'est des lieux de non-vie. Et on y place quand même des populations qui sont un peu prises au piège là et qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Et ensuite, on va rogner sur les moyens financiers qui seront alloués aux institutions chargées de faire fonctionner ces espaces. Cái hình này nữa hả? Nó không có hai đứa nhỏ. Không, chắc không phải Tata đâu. Không phải hả? Cái hình này không phải Tata đâu. Bà này bà mẹ của người này. Là người này có hai đứa con, có phải Tata giống vậy không? Tata có hình nào giống vậy không? Không, có một đứa con có hình so thôi. À, cái này hai đứa con, không phải đâu. Cái căn của mình phải làm để cho mình nhớ ơn là cha mẹ mình. Hai nữa là đừng có quên cái chỗ quê hương của mình ở đây. Đó. Tôi ở bên nhà đâu có bằng lâu bên đây, Tata ở bên đây 50 năm, ở bên nhà có 33 năm thôi. Mà ở đây 50 năm Tata ở đây chứ, đây lâu hơn chứ. Ở đây lâu hơn, con cũng vậy, lâu hơn. Ở đây lâu lắm, cũng 20 mấy năm. Ông đầu bán bì bún, rồi với lại mì thôi, hai thứ. Nhiều bánh xèo, bánh siêu nước. Bánh trôi nước. Bánh trôi nước, đúng rồi. Mà Tata đâu có đi làm đậu. Tại vì Tata làm mấy cái bánh để ta bán mà. Thành ra ở nhà để bán mấy người đi làm đậu. 7 giờ Tata hết bánh bao rồi. 7 giờ sáng. Ngày Tata uống 1,5 chai đó. Một ngày đó, bà cũng uống 1 chai mấy. 1,5 chai. Mà tại má con cũng vậy nữa. Má buồn đó, má uống hoài. Còn Tata đó mừng công chuyện, đâu có không giống má. Cái ta ngồi ta ăn cơm đã giờ còn chừng 2-3 muỗng cơm với chút đồ xương đồ đó. Ta gặm, ta nhậu, nó không có sai. Má con xài ghê lắm. Nè, ô đồ ghi ta cũng uống nữa. Rôm ta cũng uống nữa. Cái gì ta cũng uống. Bây giờ được. ta hết uống là hai còn. Hết vô. Giờ hết rồi. Ta ăn chầu cái ngày nào ta ăn chầu lúc đó đó hả? Lúc đó là buồn đó. Mà nhiều người lúc đó không căng, lúc đó uống rượu ha. Nhiều người uống. Buồn ha. Buồn gia đình, buồn nhiều cách. Buồn gia đình rồi nhớ family. Nhớ bên nhà. Rồi cực nữa. Với cực con nữa. Cái cực con là khổ nhất cái đó. Uống nhiều thì cực con. Má cũng nhiều cực ghê lắm. Thành sao bây giờ bả là mất cũng là bây một phần là vì rượu á.
La France regarde en face, ici, au CAFI, regarde en face son histoire, et je me tourne plus vers les mamies, si elles me permettent de les appeler. Mamie, votre histoire de France a commencé ici, mais si votre camp est devenu, lui, un symbole national, vous êtes devenus, pour la plupart, des livradés, des citoyens reconnus, estimés, considérés. Madame Tadebois Elisabeth n'est pas présente. Madame Casparian, je ne sais pas si Madame Casparian est présente ou pas. Madame Bonnière-Tigna n'est pas présente, mais sa famille est là. Madame Anoto-Titu est présente aussi. Elle n'est pas présente. Ah, et Madame Wang, elle se déplace. Vous le prenez pour Madame Morichon? Merci, Madame. Bon, ça sera fait, si ce n'est déjà fait. Bon, ça c'est un premier point. Peut-être leur en parler aussi de l'IGAS, non? Les prémices, c'est que quand même le député Simon était plus que d'accord pour dire qu'on a beaucoup avancé. L'IGAS, non, moi je ne suis pas pour qu'on en parle en ce moment tant qu'on n'a pas de confirmation officielle. On peut simplement faire une petite allusion en leur disant que c'est quelque chose qui a de grandes chances d'être réalisé, mais sans plus de précision. Il s'agit d'un problème de reconnaissance de statut, mais dans une situation particulière qui est celle de l'absence de statut qu'ont les résidents du CAFI depuis 1956. Et donc, le devoir de reconnaissance morale répond au fait de les avoir maltraités pendant une cinquantaine d'années. Il y a ce besoin d'exprimer une colère vis-à-vis de l'état d'abandon dans lequel cette communauté a été laissée par l'État depuis 50 ans. Et la nécessité ou le besoin de faire admettre qu'il y a là une injustice qui doit être réparée par l'État. Et l'octroi d'une indemnisation qui s'assimilerait à celle qu'ont obtenue les fils de harkis, ou les harkis tout simplement, par rapport à la loi du 23 février 2005, hein, qui a traité essentiellement du problème des harkis. Nous allons aujourd'hui examiner ensemble à nouveau les conditions de rénovation du CAFI. C'est toujours la commune qui est maître d'ouvrage de l'opération. Nous allons demain avoir affaire à des opérateurs HLM qui interviendront dans le cadre de logements sociaux sur des zones bien précises et avec les crédits de l'ANRU. Monsieur le préfet, pas plus tard qu'hier, nous a donné comme instruction d'être suffisamment intelligent techniquement pour que, in fine, pour les ayants droit, on arrive à la gratuité. Voilà. Un point important. Vous avez, comme vous a souligné tout à l'heure monsieur le maire, vous avez ici toute la zone qui est le lieu de mémoire qui en fait a changé par rapport à ce que vous aviez vu à l'origine, suivant un programme qui est en train de se définir de manière plus sensible avec des lieux de rencontre, des lieux d'exposition, et donc un travail assez soigné avec une réflexion particulière
sur l'église, les hôtels et les lieux de culte qui sont conservés. Les mamans, ils ont fait tout leur caveau ici, tout le monde... Nous, on a vécu ici, on était au lycée, on était au collège ici, au lycée de Villeneuve, et on revient, moi-même, je reviens tous les mois ici, et j'ai mes racines ici. C'est pour ça qu'on a demandé aussi à avoir la possibilité de location-accession, ce qui se fait ailleurs dans le département et en France. On peut acheter pour nos parents qui sont primo-arrivants, nous-mêmes, les aider financièrement pour les acheter. Mais tout à fait. À ce titre-là, elles peuvent y vivre autant qu'elles souhaitent, et puis par la suite, comme je vous dis, on touche du bois pour y vivre plus longtemps. Les enfants reviennent parce qu'ils tiennent absolument à ce lieu-là, de par leurs racines. Tu vois les racines qu'on a ici, parce que c'est quand même notre enfance qui était là. On passait 20 ans dans ce camp, hein, même dans la misère qu'on a été, ben bon, il y a quand même des moments heureux pour les enfants, hein, tu vois. Mais ceci dit, bon, nous, en tant qu'enfants de première génération, on souhaite quand même qu'on garde encore cette racine pour qu'on puisse revoir un peu nos amis d'enfance et en même temps les tombes de nos parents qui sont là. Donc c'est ça qui nous reste. Alors maintenant, si on veut effacer ça, ça veut dire on efface tout ce que notre histoire déjà qui était sombre. Hồi thời kỳ đó hả, ta hay ốm lắm ở Sài Gòn đó. Ổng cho ta đổi gió bên này ta không đi, phải ta đi ta biết, vậy ta đâu có đi. Nos parents sont partis du Vietnam, ils sont arrivés dans ce camp de rapatriés, ils sont morts ici. Et qu'est-ce qu'ils espéraient quand ils sont venus? Ils ont rien fait d'autre. On les a oubliés ici. Je ne pense pas qu'ils étaient heureux ici. Vous en parlez avec vos parents? Jamais. Jamais. Vous leur avez jamais demandé, mais pourquoi on est venu ici? Jamais.
sur France 3 avec la nature 8. Colomiers et de... Je veux quand même que tu apprennes la nouvelle à Nina et à Daniel notamment, les membres de la CEP, qu'à compter du 1er septembre, le trésorier démissionne. Ok ?